Bonjour. Bonjour. Hein. Comment ça va? Vous avez vu, j'ai changé la scène d'intro. C'est pas définitif, hein, je garde l'ancienne parce que je me suis cassé les couilles à la faire pendant les plombes là, mais celle-là, elle est bien aussi, non? Moi je trouve. Et hop là, bonjour. Voilà, ça prend 8 semaines là, mais on est là. Merde, la caméra pas bien mise. Tant pis. Tant pis, en fait. Voilà. Ouais. Bien. Et c'était aussi un bon test de changer la scène d'intro parce que, comme c'est aussi une vidéo, comme le générique qui pose, parce que ceux qui ne sauraient pas, j'ai un décalage dans mon générique. C'est-à-dire que j'ai un générique que je me suis cassé les couilles à faire, qui est nul, hein. Ah, il est pourri de merde à chier, mais je me suis quand même fait chier à le mettre. Et du coup, c'est un montage de merde, je suis nul en montage, donc j'ai fait ça sur mon téléphone, c'est 0, voilà. Mais ça demande beaucoup à mon PC qui sait pas faire grand-chose déjà de base. Donc, et du coup, je voulais voir si c'est parce que c'est un fichier un peu retravaillé, que du coup, peut-être il est plus lourd, ou si c'est autre chose, je sais pas, du fait que ce soit une vidéo. Et donc, j'ai mis une vidéo en intro. J'ai mon Léo a chipoté mes carottes. Elle est bizarre cette phrase, hein. Bref. Juste avant, il y a genre 1 heure, donc 1 heure, 1 heure et demie. Donc bon, du coup, j'ai trouvé que c'était cool. Je me suis dit, c'est génial, c'est l'occasion. Et donc j'ai fait la petite vidéo, je l'ai mise là. C'est un truc fait à l'arrache, de merde à chier, mais bon. Et puis comme ça montre un petit peu mon petit chat. 8 ans et demi le petit chat. Hein. Et 5 kilos aussi. Mais voilà, comme ça montre le chaton. Et comme ça me permet de voir s'il y a ou non un décalage dû au fait que j'ai affiché une vidéo. Et non, du moins pas pour l'instant en tout cas. Il n'y en a pas. Donc voilà, c'est bien dû qu'au générique. D'ailleurs, j'ai vérifié depuis mon truc là de mettre un décalage après le générique et effectivement, ça marche pas tout le temps. C'est-à-dire que souvent, le son va avoir tendance à se décrocher tout seul, ce qui est super chiant. C'est-à-dire que parfois, pendant peut-être genre 10 secondes, il va y avoir un décalage, mais le décalage est léger et c'est la faute à mon PC qui sait pas tout faire. Voilà. Donc j'ai dû glowdown tous les paramètres et maintenant je dois mettre un décalage d'1 seconde après le générique, mais on va enfin avoir un son relativement fixe avec l'image. C'est bien. Il était temps. Voilà, donc dorénavant nous pourrons nous parler de manière normale et pas comme si je parlais avec 45 ans de décalage par rapport à ma tête. Voilà, c'est bien. Je suis content. Voilà. Et oui, j'avais pas prévu de stream aujourd'hui. Mais j'ai fait un truc de merde ce matin, c'était chiant, fallait le faire, c'est casse-couille. Et puis finalement, ça n'a pas marché, hein. Bien sûr que évidemment que ça a raté. Mais c'est pas ma faute, et on m'a dit qu'effectivement c'était pas ma faute, et que donc ils allaient me mettre du temps en plus. Youpi. Bref, voilà. Comme d'habitude, je tente des trucs qui marchent pas, et finalement... j'ai eu un sursis, donc je suis moins pressé que ce que je pensais et je vais pouvoir chill un peu plus. C'est une bonne nouvelle. Donc voilà, finalement, bon, j'ai quand même fait ce truc super fatigant ce matin, mais écoutez, je suis revenu avec un peu d'énergie et je m'emmerde. Je sais pas le dire autrement, je m'ennuie, je sais pas quoi foutre aujourd'hui, donc voilà. Donc du coup, j'ai lancé un live. Me voici. Et oui, on va parler de bêtes cheloues. Et parce que c'est le concept de ma chaîne, bonjour, bienvenue, prenez un siège. Ici, on parle de bébêtes bizarres, comme d'habitude. Des bébêtes bizarres de tout type. Je dis bébêtes, mais ça peut être tout, hein, vraiment absolument tout. Des espèces éteintes, des micro-organismes, des bactéries, des plantes, des animaux, pas des animaux, des ce que tu veux. Un peu tout. On a même fait un virus, et on en refera. Donc, des virus plus joyeux que celui qu'on a fait il y a plusieurs mois maintenant, ça fait longtemps là. Mais voilà. Et je mets tout ce bordel que je fais sur Twitch, je remets les VOD sur YouTube parce que ça me fait des heures et des heures de ce que moi je considère être presque comme un travail, donc j'aimerais bien le garder. Et puis surtout, ça fait des heures de découverte de bébêtes chelous. Et oui, donc voilà, on a découvert des tas de trucs. On a fait plus de 130 espèces. Là, tout de suite, ça va être compliqué de vous sortir vraiment même un top 5. Hein. On a vraiment vu des trucs très, très bizarres. Souvent, les plus bizarres sont ceux qui ressemblent, qui sont pas des animaux, qui ressemblent le moins, et qui sont moins parlants pour les gens, typiquement des micro-organismes, etc. Mais, la plupart, il y a une énorme partie des espèces qu'on voit qui sont super bizarres et qui ne sont pas aussi
chiantes pour les gens que ça n'intéresse pas, on va dire. Hein. On a des antilopes avec des trompes, par exemple. On a un peu de tout, hein, voilà. Attendez, je peux vous taper la liste. Hop. Comment je vous mets la liste? Parce que du coup, en plus c'est bien, je suis pas du tout gêné par le micro, mais je peux pas le mettre plus loin, sinon on m'entend plus, et après ça bouge et c'est chiant. Tac. Voilà, comme ça fait popper la liste dans le chat. Et tac. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Voilà. Alors, la dernière espèce, c'est celle qu'on... Enfin, les deux dernières espèces de la liste, c'est celles qu'on va voir aujourd'hui. Les Araponga. C'est des oiseaux, et vous allez voir, visuellement, c'est bizarre. Enfin, c'est stylé, en fait, plus que bizarre. On a déjà vu les trucs qui étaient bizarres, genre dérangeants. On a fait aussi tout un genre de marathon pour Halloween, où on avait vraiment pas mal d'espèces. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais beaucoup des poissons des abysses, mais pas que. Mais on a vraiment beaucoup d'espèces. Hein. On a des espèces qui ont des comportements bizarres aussi, plus que visuellement être bizarres. On a la forêt dansante de pins en Russie, à Kaliningrad, qui est une forêt de pins qui font des nœuds. Ils poussent absolument pas droit, quoi. Et c'est bizarre, comment ça marche? Et ben on a regardé, on a trouvé l'hypothèse la plus probable, et je n'ai pas inventé l'hypothèse, hein, on l'a trouvée, c'est-à-dire qu'elle était disponible sur internet, il y a des gens qui ont dit moi en tant que scientifique je pense que... Et donc, et effectivement l'hypothèse est très plausible. Vous voulez savoir ce que c'est? Eh ben allez voir sur ma chaîne YouTube. Non? Si? Non? Bon. En fait ce serait dû supposément à une larve de papillon, donc de chenille, une chenille, qui a besoin des pins en question pour pouvoir survivre, et qui gnoque dedans, et en gnoquant dedans, ça façonne le pain de manière à ce que ça change sa trajectoire quand il pousse. Au lieu de pousser bien droit, il va pousser un peu dans tous les sens. Ce qui fait qu'on dirait plus à un toboggan qu'autre chose. C'est rigolo. On a vu les araignées chameaux, qui sont en fait des scorpions. Le poisson-pierre, à pas confondre le poisson-Paul ou le poisson-Jacques, hein, c'est pas les mêmes. Donc ça, c'est des vieux reptiles marins. On a vu des baleines. Imaginez un morse avec une queue de poisson. Je sais pas mieux vous le décrire que ça. C'est littéralement ça. C'est des baleines, c'est pas des morses. Et waouh, c'est pas du tout des cousins proches, mais on pourrait croire, mais c'est pas du tout le cas. Mais les morses, enfin, c'est des baleines à tête de morse, quoi. Je sais pas vous le dire autrement. C'est ça. Ils ont les grosses canines là, et ils ont une tête de morse, quoi. Ils ont pas une tête de dauphin ou de baleine, et c'est totalement éteint aujourd'hui malheureusement, hein. Mais c'était totalement des baleines, et ça avait non seulement la même tête, mais aussi le même mode de vie que les morses actuelles. Trop stylé. D'ailleurs, vous le saurez, vous mourrez moins bête, les morses, ça se sert de sa langue et de sa lèvre supérieure puissante pour, on va dire, décapsuler pour ouvrir les coquilles de mollusques qu'ils mangent. Oui, les morses font des cuniers à des moules. Voilà, cadeau. Je trouve ça rigolo. Et sachez qu'il y a des baleines, fut un temps, qui faisaient pareil. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'années qui faisaient ça, et on a des fossiles de ça aujourd'hui, et c'est assez rigolo. C'est ce genre de truc bizarre voilà. Et vous apprenez ce genre d'anecdote un peu conne avec moi. Hier, on a vu un poisson qui avait environ... Enfin, il n'a pas vraiment 4 yeux parce qu'il n'a que 2 globes oculaires, les yeux qui sont là. Mais dans ses yeux, il a une grosse partie des structures de l'œil, donc la cornée, l'iris, la pupille, tout ça, il l'a en deux exemplaires. C'est-à-dire que c'est scindé par une cloison au milieu de l'œil, et ça permet au poisson de regarder en dessous de l'eau et au-dessus en même temps. Il a littéralement des yeux derrière la tête. Et c'est très stylé. Et c'est comme si vous aviez des yeux là, au niveau de vos oreilles, et que vous pouviez voir devant et derrière, en même temps. Et que vous pouviez enregistrer toutes ces informations-là en même temps, et pouvoir évaluer tout en même temps. C'est trop stylé. Et du coup, ça fait que le poisson est assez doué pour voir donc sa bouffe d'un côté, et en même temps ses prédateurs de l'autre. Et oui. Bref, tout un tas d'évolutions chez ce poisson qui sont très spéciales, y compris sa façon de se reproduire. Il faut imaginer, parce que c'est pas le cas chez nous, donc c'est assez spécial, que leurs parties génitales ont une latéralité, parce que je savais pas comment le décrire hier, donc voici le terme, mais honnêtement ça parlera à personne. Ça veut dire quoi? Les poissons, cette espèce de poisson est gauchère ou droitière. Ils sont pas ambidextres. Et ça veut dire que, comme c'est le pipou, on va dire, qui est pas ambidextre, ils peuvent se reproduire qu'avec l'autre. Ils peuvent se reproduire que des gauchers avec des droitiers. Et pas entre gauchers ou entre droitiers.
parce que leurs parties génitales sont tournées d'une manière, littéralement, allez voir la vidéo YouTube, la VOD YouTube et les articles, j'ai tout mis dans la description, qu'on a consulté en live, vous verrez que il y a une orientation des parties qui fait que on peut pas, quoi. Ils essayent. Il y en a un dans un article, dans une étude décrite par un scientifique qui dit, hein, j'en ai vu un essayer très fort à plusieurs reprises, mais on sait pas si ça a marché. Donc voilà. Comme quoi ils essayent, hein. Les gauchers et droitiers ils s'en battent les couilles, mais compliqué. Voilà. Et du coup, ces poissons qui ont 4 yeux, on appelle littéralement ça le poisson 4 yeux, c'est son nom commun. Enfin, c'est plutôt le nom du genre parce que c'est un genre décrit en trois espèces, et les 3 espèces s'appellent poisson 4 yeux, mais avec une spécificité en plus, genre à longues écailles ou des trucs comme ça. On a surtout parlé de celui à longues écailles, je crois. Bref, celui-là, en plus d'avoir plus ou moins 4 yeux, il a aussi un sexe gaucher ou droitier, selon... voilà. Et je trouve ça rigolo, voilà. C'est ce genre de bizarrerie qu'on voit. Je trouve que c'est assez représentatif. Voilà, c'est vraiment... Vous prenez le truc le plus what the fuck du vivant et vous rigolez. Voilà, et moi c'est ce que je fais sur ma chaîne. J'ai pas encore parlé de l'ornithorynque parce que c'est un peu trop, je trouve qu'il y a trop de... En plus, si j'en parle, je veux le faire bien, ça va prendre des plombs, ça va me fatiguer, et en vrai, ça me fait un peu chier. Voilà. L'ornithorynque, c'est cool, mais c'est trop. C'est trop, et en même temps, c'est quelque chose que je connais déjà, et ce que je préfère sur la chaîne, c'est découvrir des trucs que je ne connais pas encore. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir la liste que je vous ai mise dans le chat. C'est la liste de toutes les babettes qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui, y compris les 2 qu'on va voir aujourd'hui. Je dis les 2, en vrai, il y en a une dont je vais afficher une image, mais comme c'est globalement... c'est pas forcément la même chose, hein, c'est pas parce que c'est des espèces cousines que c'est la même chose, mais dans ce cas-ci, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de trucs, et j'ai eu la flemme de chercher plus d'informations, j'avoue, sur une deuxième espèce, parce que ça m'a déjà pris 20 minutes de trouver les infos sur la première. C'est allé assez vite, mais j'ai eu la flemme de chercher plus, voilà. Donc, on se retrouve avec un maître chifou qui vole. Parce que c'est un oiseau. Et oui. Donc on va parler de oiseaux. Mais d'abord... Du clic, c'est magique. Du clic, c'est magique. Chez Clic, l'appareil photo sur WhatsApp peut compter pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal, moi je sais quoi faire. Dis clic, c'est magique. Bonjour, je suis Le chat de Spectre, le mec qui stream. Et oui, c'est le chat. C'est le chat Tong. Alors, le son. Oui, non, ne se prononce pas. Ok. On va partir du principe à partir de maintenant que c'est bon, je vais arrêter de vérifier pour les prochains lives, mais du coup ça veut dire que c'est ok. On est bon. Bon, il y aura des moments de genre 5-10 secondes, des petits battements où ça va le son va se désynchroniser, mais il va se resynchroniser tout seul, ne vous inquiétez pas. Et donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai officiellement un live synchronisé en termes de son et d'image, et je trouve ça beau. Voilà. Bon, pas autant que moi, mais quand même. Et donc c'est assez cool. Et oui, donc aujourd'hui, on parle de l'Araponga tricaronculé, qui a un nom... Voilà quoi, un nom un peu rigolo, et pas du tout chiant à articuler. Alors, le Procnias tricaronculatus, parce que oui, l'Araponga tricaronculé, c'est son nom commun, de la même manière que vous appelez votre chat un chat, et pas autrement, genre un chien Canis canis, vous l'appelez pas Canis canis, vous l'appelez un chien. Ça, l'Araponga tricaronculé, c'est le chat du chat, et le chien du chien. Alors que le Canis canis du chien, c'est le Procnias tricaronculatus. Est-ce qu'il y en a vraiment un qui vous paraît moins chiant que l'autre? Parce que moi pas, hein. Entre Araponga tricaronculé et le Procnias tricaronculatus, j'ai envie de dire c'est pareil, hein. Bref, admirez cette tête de winner. Là. C'est maître Chifou, on est d'accord? Vraiment, je suis rentré chez moi, j'ai eu la flemme. En fait, je suis rentré chez moi de ce bordel là. J'ai eu la flemme de chercher plus de bébés bizarres. Et en fait, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais vers quoi on va en fait? De quelle espèce on va parler? Parce que j'ai des espèces dans ma liste. J'ai déjà une liste prête d'avance, mais je savais pas trop. J'avais la flemme de piocher dedans. Et je me suis rappelé que cette nuit, j'ai rêvé qu'un oiseau me chiait dessus. C'est pas une blague. Vraiment, j'ai rêvé qu'un oiseau me chiait dessus. Je sais pas ce que c'était comme piaf.
Mais c'était pas un pigeon, hein, mais c'était un genre de pigeon un peu blanc-gris comme ça. Il s'est vraiment mis à genre cette distance de moi et il m'a chié dessus. Voilà. Et je fais des rêves étranges. Du coup, j'ai décrété qu'aujourd'hui on parlerait de oiseaux. Voilà. Et donc j'ai demandé à ChatGPT vraiment cite-moi une espèce d'oiseau bizarre. Il m'a cité 2-3 espèces, dont 2 dont j'avais déjà parlé et une dont je projette de parler un jour mais pas tout de suite. Parce qu'en fait, il y a des vidéos qui en parlent tellement mieux que moi que je me dis si j'en parle, il faudrait que je me sente de le faire. Quitte à ce que ce sera forcément moins bien parce que c'est des vidéos ultra travaillées, montées, tournées et tout. Et moi, je découvre juste ça en live, donc ce sera pas pareil. Mais j'ai du mal à... Le jour où je me sentirais d'en parler, j'en parlerai, mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Et puis là, j'ai pas envie de me foutre la pression pour... Voilà, aujourd'hui, c'est chill, voilà. Je parle vite fait d'un maître Shifu qui vole, et ça me fait rigoler, voilà. Et donc on va faire ça. Ouais. Tout ça parce que j'ai rêvé qu'un piaf me chiait dessus. Écoutez, les aléas de la vie, voilà. Donc maître Shifu, vous avez vu, il a des espèces de moustaches. C'est pas des poils, il me semble que ce sont des amas de peau, des extensions de sa peau. Rappelez-vous de la grenouille, je sais plus quoi, Wolverine qui a... Non, si ? Non, c'est l'autre. La grenouille... Si ? Je sais plus. C'est une grenouille qui... Est-ce que je peux pas récupérer la commande ? Parce qu'en vrai, je dois forcément la liste, je veux dire. Je dois forcément pouvoir la retrouver. Les éponges carnivores, c'est bien avant ça. Tout ça, c'est Halloween. Le marsupial à dents de sabre, oui, non, c'est avant. Le saki à face pâle, ça c'est un singe. Le lican, c'est peut-être un peu avant. Les grenouilles violettes. La grenouille poilue, la grenouille Wolverine, c'est ça, c'est son autre petit nom. Merde, j'ai laissé un espace de trop là-dedans, tant pis. La Trichobatrachus robustus, elle a des griffes déjà, sachez-le, elle a des griffes. Ce qui est très étrange, allez voir la vidéo sur YouTube. Mais en plus, elle a des poils. Mais c'est pas des poils, c'est de la peau, c'est des extensions de sa peau. Il faut savoir que les grenouilles respirent par la peau et par les poumons, pas toutes. Il y en a qui n'ont pas ou peu de poumons, disons. Je sais pas s'il y a des grenouilles qui n'ont pas de poumons. Si, je crois qu'on en a déjà vu une. En tout cas, on a déjà vu des grenouilles qui n'avaient qu'un seul poumon et qui ne fonctionnaient pas beaucoup. Ça, on a déjà vu. Mais, voilà, des grenouilles qui n'avaient pas de poumons, je saurais plus vous dire. C'est possible. Et on a vu tout ça et on a compris que les grenouilles, ça peut respirer par voie cutanée. Cutanée, la peau, ça peut respirer par la peau. Et il se fait que avoir plus de surface de peau, c'est comme avoir des poumons plus grands. Ça vous fait respirer, pas forcément plus efficacement, mais ça vous fait respirer plus d'air. Et enfin d'oxygène, de dioxygène, bref. Et ça fait que la grenouille, si elle a des extensions de sa peau, très très fines, mais très allongées, qui donnent l'impression qu'elle a des poils, et ben ça lui fait comme des poumons plus grands, on va dire. Et ça permet à la grenouille de respirer très bien. Voilà. Toutes les grenouilles ne font pas ça, ça dépend de plein de trucs, c'est l'évolution, c'est le hasard, c'est l'environnement, tout un tas de trucs, mais voilà, ça arrive. C'est comme ça, et du coup, ça fait que cette grenouille-là, elle a des extensions très fines de peau, regroupées ensemble, ce qui donne l'impression qu'elle a des poils. Mais c'est pas des poils, et ici, c'est un peu l'impression que ça me donne. Je me dis, est-ce que c'est pas... Alors, c'est pas pour respirer, hein, les oiseaux ne respirent pas par la peau, jusqu'à preuve du contraire, mais ce piaf m'a l'air un peu comme les dindons, là, il a l'air d'avoir un genre d'extension de peau. Et vous allez voir, parce que j'ai trouvé une vidéo, que c'est assez rigolo quand il bouge la tête. Parce que ça le... Je sais pas si ça le gêne, mais en tout cas, ça lui revient systématiquement sur le haut du bec et dans les yeux. C'est... Vas-y, c'est pas pratique. Voilà. Donc le piou-piou, il doit son nom aux 3 grandes caroncules pendant du bec chez le mâle. Les caroncules, c'est les moustaches. Voilà. Et il me semble que les caroncules, on va vérifier, oiseaux caroncules, c'est de la peau. Qui c'est qui l'a caronculé, je ne sais pas. Les caroncules... Caroncule œil, what? Caroncule. La caroncule, une excroissance capitale chez les piou-piou. Alors, j'aimerais bien voir ton schéma, mais comme tu me le mets pas en gros plan... Mon PC qui galère, hein, désolé, ça prend un peu de temps. Non, ça, c'est pas un oiseau. Réessaye. Essaye encore. Non, ça, c'est un escargot, c'est toujours pas un oiseau. Non, non plus. Eh bien, tant pis. Voilà, on n'aura pas ce superbe schéma, qui pourtant a l'air incroyable. Ah, voilà. Il suffisait de l'envoyer se faire foutre. Donc la caroncule, vous voyez tout en haut à gauche, là, au niveau du jaune de la tête,
C'est ça je ne sais pas, caroncule. La caroncule, c'est du féminin. La caroncule, une excroissance capitale des piou-piou. Et me le remettre en dessous, on connaît tous... les pop-ups, ça commence à être chiant. Je vais me barrer, je préviens. On connaît tous la crête des coqs. Nice coq. Mais ce que l'on sait moins, c'est que tous les oiseaux portent une excroissance, un bourrelet, au-dessus du bec. C'est la caroncule. Chez certaines espèces, elle est particulièrement visible, souvent teintée de rouge, et constitue un atout majeur pour les mâles pour séduire les femelles. Ils ont des beaux cheveux sur le bec, quoi. Oui, non, mais non. Ah non, ça je m'en fous. J'ai vu un requin, au secours, casse-toi. Non, dégage. Et c'est tout, super. Bon, je vous laisserai ça quelque part, comme ça vous le saurez, mais bon, j'espère un peu plus, j'ai pas eu ce que je voulais. Bref, la caroncule, je sais pas ce que c'est, mais c'est un genre de bourrelet. S'ils disent bourrelet, j'imagine qu'on peut parler de peau. Une excroissance, un bourrelet au-dessus du bec, ça doit être de la peau, ouais. Excroissance charnue, chair, c'est de la peau. Souvent rouge, qui orne la tête de certaines espèces. Pourquoi vous m'avez pas mis ça? C'est beaucoup mieux, ça. Caroncule, qu'est-ce que c'est? Et c'est tout. Excroissance... Bah d'accord, ok. Allez, donc, voilà. Bref, tant pis. Je vous laisserai ce site-là, on verra bien. Le machin... Il doit son nom à plein de trucs, tout ça, d'accord. Donc il doit son nom au... Alors, ils ont dit 3. Moi, j'en compte... Ah, j'allais dire j'en compte 2, mais non, vous voyez bien qu'il y en a un dans le fond. 1, 2, 3. Un devant le bec, un derrière le bec et un au milieu. Enfin, une du coup, parce que c'est du féminin. Voilà. L'Araponga tricaronculé est l'une des 4 espèces de campagnols qui vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Voilà, vous pouvez voir ici sur la toute petite carte de merde. Ça, c'est... l'Amérique centrale. Je suis une pille en géo. Je suis une merde. Et moi, je vois un petit pont entre les deux, j'imagine que c'est le milieu, donc je vais dire que c'est l'Amérique centrale. Donc ils sont là-bas. Et donc c'est une espèce de petit pont d'île là qui est entre les deux, et une partie du... Ça se passe par là. Alors, voilà. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, donc, il mesure entre 25 et 30 cm de long. Le corps, la queue et les ailes du mâle sont uniformément marrons. La tête, le cou et le haut de la poitrine sont blancs. Il a de beaux yeux jaunes. Ok. Je crois. Je sais plus. Il me semble l'avoir vu avec des yeux jaunes quelque part, mais je sais plus. Voilà. Ces caroncules peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de long matélétif lorsqu'elles sont étendues pendant les chants et les interactions. Les caroncules restent flasques même lorsqu'elles sont étendues. Donc même quand elles sont étendues, elles sont toutes molles, quoi. Ils bandent mou des moustaches. Le mâle secoue les caroncules, mais sinon... Elles pendent droit vers le bas, bah oui, la gravité finalement. Elles ne sont ni érectiles, ni sous contrôle musculaire, c'est-à-dire que c'est juste des morceaux de peau qui pendouillent. Il n'y a pas le moindre muscle là-dedans, a priori, et il peut pas les diriger ou en faire quoi que ce soit, c'est juste c'est de la peau qui pend. Un peu comme chez les dindons, encore une fois, hein. C'est de la peau qui pend. Et pas de muscles, et ça se gorge pas de sang pour pouvoir faire aller savoir quoi, j'en sais rien, je m'en fous. Bref, voilà. Allez. Les caroncules latérales ne dépassent pas sur les côtés et la caroncule centrale n'est pas... N'hésitez pas à ne pas acheter de voiture Nissan, c'est bien de la merde, voilà. Qui sait se faire foutre. Ça commence à me faire chier les pop-up là. Les caroncules, mais sinon elles peuvent aller droit vers le bas, elles ne sont ni érectiles ni sous contrôle musculaire. Les caroncules latérales ne dépassent pas sur les côtés et la caroncule centrale n'est pas étendue directement vers le ciel comme le montrent certaines illustrations et spécimens anciens. L'utilité des caroncules n'est pas claire, on sait pas. On sait pas ce que c'est. On sait même pas. Il a des morceaux de peau qui pendouillent depuis le bec et on sait pas à quoi ça sert. Alors, les choses ne servent pas forcément à quelque chose. L'évolution, ça sert pas à quoi que ce soit à la base. Ça a des effets secondaires. Ça permet aux espèces donc de rester adaptées au monde vivant, etc. Ok, à leur milieu. Mais les choses ne servent pas à quelque chose. Vous n'avez pas des bras parce que ça vous est utile. Vous avez des bras et ça vous est utile. C'est comme ça que ça marche en biologie. C'est comme ça qu'il faut le penser. Si ça vous était pas utile, ou pire, que ça vous minait, vous auriez très certainement disparu, et les ancêtres qui vous ont transmis ces gènes n'auraient pas eu l'occasion de se reproduire et de vous les transmettre. Et vous n'existeriez pas. Et puis... Donc voilà. Les campagnols femelles sont plus petits d'apparence, et d'apparence moins frappante, avec une couleur générale olive avec des stries jaunâtres en dessous. Les jeunes mâles sont souvent confondus avec les femelles.
Ils ont la même coloration que les femelles jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 7 ans. Pendant 7 ans, vous savez pas différencier les mâles et les femelles. Ah oui, quand même. En vieillissant, les mâles muent lentement, les plumes vertes et brunes... Il manque des mots, là. En vieillissant, les mâles muent lentement, les plumes vertes et brunes, et commencent à arborer une robe blanche et cuivrée. Le début de la phrase, il a pas de sens. Hein. Bref, les plumes, elles changent de couleur, parce qu'ils muent. Les caroncules ne commencent à pousser qu'à l'âge de 1 à 2 ans. Ah ouais, donc pendant 7 ans, les deux se ressemblent, mais on voit un début de poussage de caroncules, dont on a lu au-dessus qu'il était exclusif aux mâles. Donc on sait quand même, ça se ressemble énormément, mais s'il y a moustache, c'est mec. S'il n'y a pas moustache, c'est meuf. Chez les oiseaux. Voilà. Elle continue à croître pendant toute la vie de l'oiseau mâle. Donc j'imagine que celui-là, c'est un beau bébé. Hein. Il a quelques années, celui-là, j'imagine. Hein. Parce que ça pendouille bien, là. Les jeunes mâles sont souvent confondus avec les femelles. Heureusement, ils ont les morceaux de peau qui pendouillent et qui grandissent, donc on peut le voir facilement, malgré qu'ils ressemblent beaucoup en termes de couleur aux femelles quand ils sont petits. Jusqu'à 7 ans. Mais à partir de 1 à 2 ans, il y a la peau qui commence à s'allonger, quoi. Saviou, on l'a dit, donc en Amérique du Nord, au Costa Rica, en Honduras, au Nicaragua et au Panama. Il est réparti dans les hautes terres de l'est de Honduras, dans des endroits que je sais pas comment on les prononce, au nord-ouest du Nicaragua, au Costa Rica, et à l'est de la péninsule d'Azuero, et de l'île Cuaba au Panama. Par là-bas, voilà, j'en sais rien. Comment ça vit ce truc? L'espèce est totalement frugivore, c'est-à-dire qu'elle bouffe des fruits, elle avale des fruits, les arbres, la famille des lauracées, dont l'avocat fait partie. Donc, voilà. Il mange l'avocat ou juste on s'en fout et c'est autre chose? Le campagnol, machin. Elle avale les fruits des arbres, la famille des lauracées, dont l'avocat fait partie. Mais soit c'est effectivement un des trucs qu'ils mangent et dans ce cas ça nous intéresse, soit c'est pas le cas et on s'en fout. Je ne sais pas. Mais là, formulé tel que c'est formulé, c'est pas sûr qu'effectivement il mange ça, donc je n'en sais rien. Il régurgite parce que c'est un oiseau. Ah non, le campagnol joue un rôle important dans la dispersion des graines parce que, comme beaucoup d'animaux, sachez que les ours participent à ça aussi, plus ou moins tous les animaux qui bouffent des plantes, hein, finalement. Il régurgite les graines qu'il ne peut digérer et dépose dans les interstices ou sous les perchoirs de champs, et dépose donc les graines, tout ça, ce qui double presque le taux de survie des semis. Le saviez-tu? Les ours d'Asie d'une espèce dont je ne saurais plus vous citer le nom parce que voilà, et qui est totalement éteinte aujourd'hui, il me semble, ont participé énormément avant les humains à la culture des pommes sucrées, on va dire. Hein, aujourd'hui, si nos pommes sont si sucrées, c'est parce qu'on les a beaucoup cultivées pour les modifier à long terme, comme on a fait avec les loups pour faire des chiens. Même chose ici, sauf que on n'a pas du tout commencé, nous. On n'était pas les premiers, en fait. Bon, évidemment, tous les animaux qui vont gnoccher dans un fruit et qui auront leur préférence vont filtrer la population de ces fruits. Oui. Parce que le fruit qui va se faire manger, les graines de ce fruit vont être disséminées un peu partout, là où l'animal va faire caca, voilà. Et ça fait que, éventuellement, cette plante va être capable de pousser dans ce nouvel endroit et de faire une nouvelle plante qui va à son tour produire des fruits, et ainsi de suite. Alors que celles qui n'ont pas été mangées parce que le goût est dégueulasse, parce que ça manque de sucre, elles restent là. Et puis le fruit, il tombe, et puis il pourrit, et puis il se passe rien parce qu'il reste là. Alors à la limite, il repousse au même endroit, mais ça ne favorise pas sa répartition dans le monde. Voilà. Et donc, ça fait que l'espèce va pas forcément beaucoup voyager, pas forcément beaucoup changer, et c'est pourtant ça qui fait en partie la diversité du monde vivant. Donc, c'est vachement bien, quand tu as un fruit, de te faire manger le fiac par un ours. Je crois. Et donc, ces ours, qui, comme nous, étaient assez friands de sucre, mangeaient les pommes qui étaient plus sucrées et délaissaient celles qui l'étaient pas. Il se trouve que d'une part, le sucre, ça se sent, avec l'odorat, mais aussi, ça se sent avec le goût, et si t'aimes pas, tu craches, hein. Ou alors, tu vas juste favoriser les coins où tu sais, parce que tu t'en souviens qu'il y a des pommes sucrées, et défavoriser les coins où tu t'es dit non, j'ai jamais trouvé de pommes sucrées là-bas, c'est de la merde, viens, on n'y va pas.
Et du coup, c'est comme ça que les ours ont beaucoup contribué au goût sucré de la pomme, et un jour, les êtres humains sont arrivés, ils ont fait « Tiens, effectivement, c'est pas mal, c'est sucré, j'aime bien ». Et du coup, ils ont cultivé ça encore plus. Et les ours n'étaient pas les seuls, c'était pas les premiers, bref... On n'est absolument pas les inventeurs de l'agriculture, hein, d'une quelconque forme de quoi que ce soit. D'ailleurs, on a vraiment... Je sais même pas si l'être humain a inventé quoi que ce soit. Alors des concepts, évidemment, on est très doué pour inventer des concepts, des sciences, et ce que vous voulez, hein, ou plutôt les théoriser, mais inventer des trucs... Voilà. Hein, voilà, je sais pas, on sait pas qu'on est doué ou pas, juste qu'on est absolument pas les premiers, quoi. Hein, voilà. Les fourmis ont commencé à pratiquer je sais pas si c'est vraiment de l'agriculture, mais bref, tout ce genre de trucs bien avant nous. Hein. On n'existait même pas encore en tant que primates, juste, que les fourmis le faisaient déjà, a priori. Donc voilà, on n'est absolument pas des précurseurs dans grand-chose, dans tout, mais en fait, même on n'est pas précurseurs dans grand-chose, quoi. Donc voilà. Alors il y a plein de trucs qu'on a inventés, qu'on a construits parce qu'on en avait les moyens. On va dire notre fort à nous, c'est plutôt de nous servir des matériaux qui nous entourent à un niveau nettement plus réfléchi que dans leur état brut. Hein. Nous, on va se casser les couilles à réutiliser du pétrole et des tas d'énergie ultra chimiques et très toxiques pour faire des trucs qui vont plus ou moins nous faciliter la vie à long terme. Et ça, c'est plus ou moins youpi. Bon, ça nique complètement la planète, hein, alors qu'on a totalement des énergies renouvelables, des versions alternatives, hein, mais aujourd'hui, on a décidé qu'on avait la flemme, apparemment. Mais, voilà, on a utilisé tout ça pour adapter le monde à nos envies, plutôt que nous adapter à lui. Chose que les autres espèces ne font pas autant que nous, et certainement pas de manière aussi flinguée, voilà, pas aussi fucked up. Voilà. Nous, on a décidé de créer des routes, quoi. Bon, les oiseaux ont décidé d'avoir plus d'élégance et de voler. Écoutez, voilà, moi j'aurais bien aimé qu'on puisse voler, hein. Ça m'aurait évité de prendre les bus en plus, donc c'est bien. Mais bref. Voilà. Donc l'être humain manque de goût finalement, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Mais pas pour ce qui est du sucre, et les ours non plus. Voilà. Et donc le oiseau, là, tout ça c'était pour expliquer un peu le pourquoi c'est intéressant de régurgiter les graines et de chier les graines de fruits partout. Et pourquoi cet oiseau contribue du coup à la dispersion des graines et donc à leur survie, à la survie des espèces, à la variété, la diversification du monde vivant. Parce qu'en mangeant les graines et en les dispersant partout, et ben du coup ils ont plus de chances de, pas forcément de se reproduire, mais de conquérir plein de nouveaux territoires et de pouvoir s'adapter à des nouveaux milieux et de créer des nouvelles lignées du monde vivant, quoi. Voilà. Et puis ils font voyager les plantes qui vont à leur tour pouvoir plus se reproduire avec plein d'autres, créer des croisements. Bref, voilà quoi. Et donc il fout sa graine un peu partout, hein, dans les interstices, sous les perchoirs de champs. J'imagine que les perchoirs de champs, c'est là qu'ils font leur sérénade pour draguer les partenaires. Et voilà quoi. Bon, je l'imagine, hein, ça c'est écrit nulle part, juste je le devine quoi. Mais j'en sais rien. Ils sont combien ? Eh ben pas beaucoup, parce qu'ils sont classés en vulnérables. Et vulnérables, ça pue, voilà. Il y a pas évalué, données insuffisantes. Pas évalué, c'est-à-dire que le monde s'en fout. Enfin, les humains s'en foutent. Ils ont même pas pris la peine de chercher. Données insuffisantes, c'est qu'on a commencé à faire vite fait des petites études dessus, mais on n'a pas assez d'infos sur l'espèce. Préoccupation mineure, c'est le début des emmerdes, sachant que pratiquement toutes les espèces peuvent être mises dans préoccupation mineure, hein. Quasi menacé, ça commence à être super chaud, hein, voilà. Là, c'était le début on n'était pas chill, hein, mais l'espèce était menacée, mais c'était pas encore c'était pas une, voilà, préoccupation mineure, quoi, le terme est dit. Quasi menacé, ça commence à puer, hein. Dis donc, faut faire gaffe. Vulnérable, bah c'est la merde, hein, l'espèce est menacée, et pas qu'un peu, et sa survie est mise à mal, quoi. À partir de là, l'espèce peut déjà bien se casser la gueule et éventuellement s'éteindre. En danger, bah là c'est super chaud, hein. En danger critique, c'est le dernier stade avant l'extinction à l'état sauvage. C'est-à-dire qu'on n'en voit plus dehors. Mais, heureusement pour nous, j'imagine, il en restera dans les eaux. Sauf que, généralement, les espèces qui s'éteignent à l'état sauvage finissent aussi par s'éteindre dans les eaux. Il y en a très peu, si pas juste pas, qu'on arrive à faire se reproduire dans les eaux suffisamment que pour pouvoir repeupler carrément, enfin, réintroduire une espèce qui a disparu de la totalité de la surface de la planète jusqu'à preuve du contraire. Donc,
considérez que quand c'est éteint, hein, malheureusement. Mais voilà, les eaux, c'est de la merde, n'allez pas dans les eaux. Les eaux et autres réserves naturelles et plein de trucs comme ça peuvent parfois donner un peu d'espoir, disons. Mais n'allez pas dans les eaux, c'est de la merde. Ce sont des business et c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde, ça maltraite les animaux, peu importe ce qu'ils vous disent, ils enferment quand même les animaux dans des cages toutes petites. Les réserves naturelles, déjà il n'y a pas de cage, et les réserves sont énormes. Donc voilà. Et donc c'est bien, allez dans des réserves naturelles, n'allez pas dans les eaux, c'est de la merde, et sachez que... sachez comment ça se passe avec ces différents grades-là pour évaluer le monde vivant. Vulnérable, ça pue, on est en plein milieu de l'échelle, et c'est vraiment le début de la pente fatale, c'est préoccupation mineure, et là on est bien engagé sur la pente, quoi. Donc Maître Shifu, je sais pas combien de temps il lui reste, mais quelque chose me dit que sa vie va être compliquée. Est compliquée déjà d'ailleurs. Donc les effectifs de la population, ils sont combien? La tendance de la population de l'Araponga tricaronculé est à la baisse en raison de la destruction de l'habitat forestier de l'oiseau. On coupe les arbres. C'est un oiseau. Et vous voyez sur quoi il se perche là? C'est un arbre. Pour chanter. Vous savez, le truc qui sert à se reproduire souvent. Donc du coup, s'il n'y a plus d'arbres, on baisse plus. Hein. L'Union internationale pour la conservation de la nature a évalué l'état de la conservation de l'oiseau comme étant vulnérable. Ça pue. L'État Monteverde, je sais pas, l'Institut machin, pas l'État, au Costa Rica s'efforce de conserver l'habitat naturel du campagnol grâce à son programme de reforestation. Ils essaient de replanter les arbres et ils pensent que ça va suffire. C'est bien. C'est pas du tout assez, mais c'est bien. C'est un début, qu'on les encourage par pitié, mais qu'on leur fasse peut-être remarquer que planter les arbres, ça va pas suffire. L'organisation a planté plus de 250 000 arbres de plus de 140 espèces dans le corridor biologique du campagnol, donc des espèces dont le campagnol peut avoir besoin, afin de rapprocher les habitats dont de nombreuses espèces ont besoin, afin de le rapprocher les habitats, donc de rapprocher les habitats de lui, dont de nombreuses espèces ont besoin pour migrer. En gros, l'oiseau comme les plantes, ils ont chacun besoin l'un de l'autre. Donc mieux vaut leur donner la possibilité de se rencontrer, de se croiser. Et sauf que comme on coupe les arbres, c'est compliqué. Donc on a décidé d'en replanter plein, super, ce sera pas assez, parce que quelque chose me dit, parce que c'est souvent le cas ici, on a fait plus de 130 espèces, croyez-moi que je commence à m'y connaître, qu'en général le problème, c'est pas juste l'exploitation humaine, c'est aussi le comportement humain. Bon, évidemment l'exploitation humaine c'est une conséquence du comportement humain et de sa vision du monde qui est lamentable, mais le problème ici, c'est aussi et surtout à mon avis, la chasse de l'oiseau. Ça m'étonnerait pas une seule seconde qu'on le chasse. Voilà, qu'on le chasse, qu'on empoisonne son environnement, qu'on tue ses proies, et qu'on les mange à sa place, et qu'on s'attaque beaucoup aux bébés, ou qu'on ait réintroduit des espèces qui n'avaient pas du tout leur place à la base à cet endroit-là, et que on les ait réintroduites en masse du jour au lendemain, et que l'oiseau n'ait pas pu faire autrement que de se faire gnoccher. Pour qu'ils soient vulnérables, il a dû se passer quelque chose de grave. Quelque chose me dit que planter des arbres, ça va pas suffire. Voilà. Et ça me pète les couilles, parce qu'il est beau ce Piaf, moi j'aime bien, mais bon, voilà. Ce serait bien que ça suffise, mais ça ne suffira pas. Et on a fini le premier article, je vais vous lire le suivant. Ça c'est une photo, c'est la photo qu'on a vue au début. Hop là. Donc l'article Wikipédia, je trouvais que celui de Animalia était mieux foutu, donc j'ai lu celui-là d'abord. L'Araponga tricaronculé. L'habitat et répartition, on a déjà vu. Est une espèce de passereau originaire d'Amérique centrale. Il doit son nom aux 3 grandes caroncules pendant du bec chez le mâle. Ils en disent quoi chez eux? Une caroncule désigne une excroissance en bourrelet. Et effectivement, la crête chez le coq ou les espèces de trucs qui pendouillent du bec là, ou les trucs qu'on a chez le dindon, tout ça, c'est des caroncules, il me semble. Il est réparti dans les hautes terres de l'est du Honduras, etc. Tout ça j'ai déjà lu, et c'est tout. Mais dis donc, on a bien fait le tour. Vous voyez que, pareil ici, il est aussi classé en vulnérable, hein, donc les sources se croisent. On sait ce qu'on dit, quoi. Ici, c'est une page assez vide, en anglais en plus, mais... voilà. J'ai trouvé ça, c'était un site un peu bien fait, donc voilà. Je vous le laisse quand même. On n'a pas beaucoup observé ce Piaf dans... Ceci n'est pas une bite, ceci n'est pas une bite, ceci n'est pas une bite. Dans... Ah merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, dans l'Amérique centrale, sud. Voilà, on l'a pas beaucoup observé. Et on a quand même capturé 323 audios du Piu-Piu. On l'a enregistré, c'est bien. Mais il est unmistakable. Alors oui, mais à un certain âge, parce que là, effectivement, on voit bien les moustaches qui sont des caroncules, donc pas des poils, mais bref. On voit bien les moustaches de Maître Shifu, donc on sait que c'est un mâle, mais
c'est parce qu'il a vieilli. Alors que... ah oui, là on voit la femelle, on l'avait pas vu. Hop là, attendez que je vous montre. Rien à voir, effectivement, mais... les mâles et les femelles se ressemblent jusqu'à 7 ans. On l'a lu juste avant. Mais à partir de 1 à 2 ans, les couleurs se distinguent énormément. Et, non, à partir de 7 ans, les couleurs se distinguent énormément. Mais surtout, à partir de 1 à 2 ans, les caroncules poussent. Et c'est comme ça qu'on sait. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, avec cette couleur-là, qui commencent à avoir des morceaux de caroncules qui pendouillent, légers, hein, des tout petits. Et c'est comme ça qu'on sait, ça ressemble à une femelle, mais c'est un mâle. Parce qu'il a des caroncules. Voilà. On passe quand même de ça... Bon, ça évidemment, j'imagine que les couleurs de la femelle s'affirment avec l'âge, donc les mâles doivent certainement pas ressembler à ça non plus, mais quand ils sont plus petits, ils ressemblent davantage à ça qu'à ça. Il y a eu du chemin parcouru, putain, on est passé d'un truc globalement vert à blanc et roux. Donc ça a bien mué, quoi. La vache. Et ça, c'est un mâle plus petit, je crois. Effectivement, on voit bien, waouh. Du coup, je sais pas trop ce qu'on a lu sur le... C'est ça, on voit bien. Après, il est plus... Mais dis donc, quelle est ma photo? Là. Il est petit, quoi. On dirait effectivement la version petite de ce truc-là. Du coup, je sais pas. Par rapport à ce qu'on a lu ici sur Animalia, par rapport à la couleur et à l'apparence, plus petit, avec une apparence moins frappante, avec une couleur générale olive et des stries jaunâtres. À mes souhaits. Les jeunes mâles sont souvent confondus avec les femelles. Quand on les regarde, pourtant, y a pas de quoi confondre, hein. Ils ont la même coloration que les femelles jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 7 ans. Donc ça veut dire que ça, là, ça a plus de 7 ans déjà. Et lui, vu qu'il m'a l'air encore plus grand, après il est tendu alors que celui-là il est tout... C'est pas impossible que ce soit le même genre, avec le même âge, mais celui-là m'a l'air plus âgé, mais j'y connais rien. Et donc la théorie se confirme, parce qu'Animalia le décrit quand même assez bien, il y a toute une explication. Moi je suis convaincu, j'y crois. Donc les mâles et les femelles se ressemblent quand ils sont plus petits. Évidemment, ici on voit, la photo que je vous ai montrée de la femelle, c'est la femelle adulte, à un stade quand même assez avancé, et le mâle, pareil, un stade avancé. On est sur quoi? 7 ans, si j'ai bien compris. Pour que les caroncules poussent ou pas, du coup. Mais ça veut dire que des piou-piou de genre 1 an, comme ils n'ont pas encore les moustaches, et qu'ils ont donc les caroncules, et qu'ils n'ont pas encore la différenciation des couleurs, on sait pas les reconnaître. Et du coup, waouh, de passer d'une couleur olive, globale olive jaune, avec un peu de vert, à Maître Shifu, je me dis, putain, quand même, quoi. Il y a du chemin qui est parcouru. Body Dark Refuse, je sais pas ce que c'est. Head and Breast Gleaming White. Bon, on s'en fout. Généralement, il se perche tout en haut d'un arbre en chantant. Ce qui lui permet... Ah oui, il fait des espèces de bruits métalliques. Et effectivement, j'ai regardé la vidéo que je vais vous montrer après. Et effectivement, ça s'entend. Les bruits sont un petit peu spéciaux. Et ça fait... Dans le bruit ambiant de la forêt, ça fait un peu bizarre. On dirait qu'il y a un son qui a rien à foutre là. La femelle est complètement différente. Elle est couleur olive jaune. Et donc vert jaune, quoi. Et donc effectivement, elle ne se ressemble pas du tout. Si je comprends bien, elle est plus large. Genre bien plus large. Et une tête plus petite. Ah. Bref. Il est assez facile à trouver apparemment quand il chante. Parce que du coup, le chant est assez distinctif apparemment. Et il se nourrit des fruits, des arbres des fruits. Des fruits des arbres, c'est pas pareil. Voilà. Alors, on a encore un autre site ici. Ce sera les 2 derniers, après on passera sur son cousin. Un cousin qui m'a fait beaucoup rire aussi. Cet Araponga, très caractéristique, est très large au niveau de la bouche. Il a une grosse bouche. Voilà. Fallait que je vous montre. Tac. Ça, c'est sa bouche. Il a une grosse bouche. Voilà. Et là, si j'avais pas un énorme problème à la mâchoire, je ferais pareil, mais je mimiquerais, mais je peux pas. Sinon, je vais me faire mal. Donc, tant pis. C'est
Pas la vie que j'ai choisie, mais j'ai pas le choix. Alors, il a une taille légèrement plus grande que ses autres congénères. Chez le mâle, la tête, le cou, la poitrine sont blancs. Le reste du plumage est châtain roux. Voilà. Il est assez joli. Gna, ça c'est de la description. Le mâle acquiert progressivement son plumage en 3 ans. Les caroncules commencent à apparaître entre 6 et 12 mois. Fréquente généralement des forêts de montagne, principalement entre 1 et 2 km d'altitude. Il arrive qu'on les trouve occasionnellement plus haut en fonction de la reproduction. C'est-à-dire qu'ils se cherchent entre eux et parfois ils doivent aller plus haut, quoi. Ces oiseaux vivent dans les boisements de collines et les parcelles de plaine en dehors de la saison de nidification. Au cours de cette dernière période, ils peuvent descendre jusqu'au niveau de la mer. Donc ils peuvent aller assez haut, mais ils descendent pas mal aussi. Hein. Pendant les périodes de nidification, du coup. Donc ils font leur nid plutôt bas, en hauteur. Du coup, je sais pas s'ils font leur nid dans les arbres. Allez savoir. En vrai, sûrement, si. Hein. Je les imagine difficilement faire leur nid à terre, comme les dodos. Les Araponga tricaronculés sont territoriaux et vivent en couple pendant la période de reproduction. Quand ils recherchent des fruits dans les lauriers, il leur arrive de s'associer avec des merles des montagnes, donc des autres oiseaux totalement différents, ou avec des merles à gorge blanche. Donc ils deviennent potes avec d'autres oiseaux, pour chercher la bouffe, je crois. Ces oiseaux effectuent des déplacements altitudinaux, donc en hauteur quoi, très prononcés, ils vont très très vers le haut. À la saison hivernale, ils quittent les montagnes pour rejoindre les plaines où le climat est plus clément. Clément ? C'est bien, tu suis. Grâce à une forme particulière de bagage, on a réussi à déterminer que les oiseaux des zones montagneuses du centre du Costa Rica hivernaient dans les plaines du sud-est du Nicaragua, et que de là, ils se rendaient dans les plaines côtières du Costa Rica, bordant le Pacifique. Donc eux aussi, ils font des petits voyages, ils font des escales pendant leur voyage, quoi. Je dis eux aussi parce qu'on a déjà vu ça chez le... Non, c'est pas le oisinupé, rien à voir, c'est l'autre. Le gypaète barbu, voilà. Un autre piaf très stylé, visuellement. C'est l'un des plus jolis piafs que je connaisse. C'est un rapace, et en plus c'est un rapace qui ne se nourrit que d'os. Il mange que des os. Et c'est pas une blague. C'est-à-dire que c'est aussi un des oiseaux, si pas l'oiseau le connu, qui a les sucs digestifs les plus forts. C'est-à-dire que l'acide qu'il a dans le bide est plus violent que chez tous les autres oiseaux qu'on connaît, a priori. Et du coup, il ne se nourrit que des os. C'est-à-dire qu'il vit plutôt dans les montagnes. Il trouve des carcasses de trucs morts. Généralement, les carcasses de trucs vivants, c'est compliqué à trouver. Et il prend un os. Il attend généralement que tout le monde ait fini de bouffer dedans. Il prend un os. S'il est trop grand pour qu'il se l'enfile d'un coup, il va très en hauteur et il le laisse tomber de très très loin. Comme c'est un rapace, il a une très bonne vue. Il retrouve l'os et après il se l'enfile. Il laisse tomber l'os pour qu'il se casse sous l'impact du... Hein, voilà. Et genre plusieurs centaines de mètres en chute libre, l'os il finit par... Alors il casse pas toujours, vous pouvez aller voir des vidéos sur internet. Gypaète barbu, os, chasse, je sais pas, vous trouverez facilement, croyez-moi. Il y a Passé Sauvage, je crois, qui a fait des vidéos sur le gypaète barbu. Enfin, qui a publié des vidéos. Et donc il le laisse tomber, et au bout d'un moment l'os il casse, et après, gloops, il se l'enfile comme ça, et c'est son déjeuner. Voilà, il bouffe ça, et c'est tout. C'est vraiment tout, il bouffe rien d'autre, hein, c'est pas une blague, il bouffe que des os. Bref, rien à voir. Bon, ça on a vu, certains vagabonds peuvent être peut-être en provenance d'autres zones d'hivernage ont récemment été repérés dans la région du Canal. Où c'est ? Aucune idée. Ils bouffent quoi ? On l'a déjà dit 45 fois, ils bouffent des fruits. Ces oiseaux cueillent leurs aliments de deux façons bien distinctes, soit quand ils sont perchés, soit quand ils effectuent une courte sortie aérienne. Et donc c'est les deux moments où ils cueillent, quoi. Soit quand ils sont perchés tranquillou, soit pour chanter, soit pour, je sais pas, aller savoir quoi, chiller, regarder ce qu'il y a autour, j'en sais rien, je sais pas ce que fait un oiseau. Donc quand ils sont perchés, ou quand ils effectuent une courte sortie aérienne, je sais pas trop ce que ça veut dire, du coup je comprends bien qu'ils sortent pour faire flap flap, mais de pourquoi du comment, j'en sais rien. Donc voilà. Certainement pour chercher à bouffer, mais peut-être pas que du coup. Vu comment c'est écrit, c'est pas ils partent à la cueillette pour chercher de la bouffe, c'est ils partent faire des sorties où ils font flap flap dehors et au passage ils cueillent de la bouffe. Donc c'est pas forcément une sortie qui est dédiée à la nourriture. Donc je sais pas.
Il est pas sorti chez Carrefour, quoi. Il est passé chez Carrefour en faisant autre chose. Reproduction, nidification. On ne possède aucune description du nid. Ce dernier est construit par la femelle. Ah oui, donc on sait juste pas à quoi ressemble le nid, mais on sait que la femelle le fait. L'état des organes reproducteurs chez les mâles et la manifestation de leur parade nuptiale, la drague, hein, permet d'établir la période de nidification plutôt entre le mois de mars et le mois de juin. C'est marrant parce que je suis né en mars, ça me fait rire. Le mâle... je suis né fin mars. Le mâle parade à partir du haut du sommet d'un arbre en appelant et en remuant légèrement les ailes vers le haut. Il fait le beau, quoi. Lorsqu'il a réussi à attirer une femelle, il descend vers un perchoir bas situé dans le sous-bois et il s'accouple avec sa partenaire après avoir accompli de nombreux rituels. Bref, ça danse un max et quand tout le monde y est content, ça baise. La taille de la ponte et la durée d'incubation ne sont pas connues, on ne sait pas combien ils pondent et on ne sait pas pour combien de temps ils couvrent les œufs. On n'a aucun détail sur le soin parental. Sachez, c'est pas toujours le cas, mais sachez que généralement chez les oiseaux qu'on a vus jusqu'ici, les oiseaux sont d'assez bons parents. Parfois leur façon de s'occuper de leurs enfants est un peu bizarre, mais et de leur partenaire aussi, mais ouais, il se passe des trucs. Ils sont pas tous, mais ils ont un instinct pour s'occuper des petits, qui est des comportements pour s'occuper des petits qui sont assez intéressants. Je vous invite à aller voir, comment tu t'appelles toi ? Le bucorve. Allez voir donc celui du sud et celui d'Abyssinie. Allez voir les comportements des bucorves dans la reproduction, vous verrez que c'est assez rigolo. Pour vous donner un petit truc comme ça, ils emmurent leur partenaire. Les mâles emmurent la partenaire. Alors ils l'emmurent pas littéralement comme on l'entendrait chez nous, mais c'est-à-dire qu'ils enferment leur partenaire dans des murs ou dans des arbres. Et en fait, ils font un peu comme Shrek avec Fiona dans le premier film. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, ils mettent un gros truc en pierre devant une grosse grotte bien vénère, et ils l'enferment là. Voilà. C'est pour protéger les... Enfin, je sais pas s'ils sont consentants, mais bref, c'est pour protéger les gamins et la femelle, et tout le monde s'en sort bien, généralement. Hein. Voilà, sachez-le. C'est pour les planquer. Et il y a toute une famille, ils sont pas juste 3, hein. Il y a pas les 2 parents et le petit, c'est toute une grosse famille d'ailleurs, qui doit s'occuper de gérer les petits, d'aller chercher la bouffe et tout. Ils ont tout un système de maternité qui est très... maternité, bref, on se comprend. Ils ont tout un système de nourrice qui est vraiment très intéressant, je trouve. Allez vous renseigner sur les bucorves. Sinon, si vous avez la flemme, il y a toujours mes vidéos sur YouTube. Voilà. Donc on ne sait pas comment ça se passe chez eux, ni pour la fabrication du nid, ni pour le soin, ni pour l'éducation des petits. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la femelle qui fait le nid. Voilà. Bravo à elle. Ces passereaux de la famille des cotinguidés sont originaires d'Amérique centrale. Leur aire de distribution s'étend dans les montagnes de l'est du Honduras à d'autres endroits qu'on a déjà cités. Menace protection, les arapongas tricaronculés sont vulnérables. Ils sont rares ou locaux, leurs effectifs sont en déclin, ils se cassent la gueule, ils se reproduisent dans des zones protégées et des parcs nationaux au Honduras, au Costa Rica et au Nicaragua. Au Panama, ils sont souvent classés comme résidents, alors qu'ils ne sont sans doute que visiteurs d'hiver. On estime qu'ils vivent là de base, alors que l'espèce est là de base, alors qu'en fait elle migre par là en hiver, soit parce qu'il fait plus, parce qu'il fait plus ou moins chaud, et qu'ils préfèrent la température qu'il y a là-bas, en hiver. J'imagine que c'est parce qu'il fait moins froid, donc il fait plus chaud. La principale raison du déclin de cette espèce est la destruction des forêts de plaine, où elle descend pendant la saison hivernale. Au Costa Rica, 35% de la forêt résiduelle a été détruite en 1986 et 1992, et le peu de zones boisées qui subsistent sont sous une sévère menace. Dans certaines régions, les forêts ont totalement disparu, certaines zones sont protégées et courent le risque d'être éclaircies pour être transformées en zones de culture. Et oui, ça aussi, l'agriculture, vraiment... c'est compliqué. On a des moyens de faire de l'agriculture sans détruire les sols, mais ce serait nettement moins efficace et le rendement serait beaucoup moins grand. Et voilà. Mais c'est parfaitement possible, on pourrait le faire, on pourrait faire de l'agriculture, des cultures de manière générale, sans détruire la planète. C'est juste que la société, fait qu'on va pas le faire, quoi. Mais on devrait. Alors, on devrait, hein. Il y a aucune raison pour qu'on le fasse pas.
éthique, je veux dire. Voilà quoi. Donc on est des gros sacs à merde, hein, qu'est-ce que je vous dise. Voilà. Et souvent, très souvent, c'est l'agriculture qui mine les espèces aussi. C'est-à-dire que entre les agriculteurs qui flinguent les espèces qui viennent chez eux, soit parce que parfois il arrive que les espèces en question gnoquent leurs poules et ça les arrange pas, ou parce que ils vont gnoquer ce qu'il y a dans leur champ, qui les arrange pas non plus. Entre ça et la destruction totale de leur propre terrain avec des pesticides ou d'autres trucs du style, ou même en faisant pousser des plantes qui ne peuvent pas pousser, qui ne devraient pas pousser sur place et qui détruisent le sol. Bref, voilà. Il faudrait une bien plus grande connaissance. En fait, il faudrait être scientifique pour avoir le droit d'être agriculteur, je trouve. On ne devrait pas avoir le droit de faire pousser ce qu'on veut n'importe où. C'est n'importe quoi, ça aussi. Bref. Ce qui fait qu'on nique complètement nos sols, et le problème c'est que niquer un sol, ça veut dire le rendre parfaitement infertile, malgré qu'il fasse pousser ce qu'on lui demande, oui, mais il le fera pas éternellement, et vous allez tuer toutes les espèces qu'il y a dedans, en fait, qu'il y a dans le sol. Sauf que c'est de ces espèces que dépendent vos plantes pour pousser. Bref. Voilà, l'être humain est très très con. Donc ça fait que on nique nos sols. Et voilà, souvent l'agriculture a un gros impact sur la conservation des espèces. Et souvent ça les met en danger, parce qu'entre ceux qui les chassent avec un fusil, ou ceux qui décident juste de leur déclarer la guerre pour aucune putain de raison, ou ceux qui ont décidé qu'ils allaient détruire totalement tout le terrain, et donc tout l'environnement où ils vont s'installer, juste pour pouvoir nourrir des vaches qu'on a largement en quantité suffisante sur la planète. Bon, voilà quoi. Voilà. Donc l'agriculture, ça a souvent un énorme impact sur les espèces. Voilà. Et donc oui, on transforme souvent pour l'agriculture des forêts qui sont parfaitement fertiles et qui vont parfaitement bien, enfin plus ou moins parce qu'elles sont quand même polluées par notre faute. Bref, on détruit ces forêts, on les coupe à ras, on rase tout, voire parfois même on y fout le feu, pour pouvoir faire nos petits champs. Faire pousser nos trucs pour faire des vaches, pour nourrir des vaches, etc. Sauf que le sol sera plus capable de faire pousser que ça, et pendant pas très longtemps d'ailleurs. Et après, votre sol, il va mourir, et tout ce qu'il y a dedans aussi. Voilà. Et après, on observe soit la disparition de certaines espèces, soit la migration de certaines populations vers d'autres endroits, ce qui entraîne la disparition d'autres espèces, parce que les espèces rentrent en compétition. Bref, on est vraiment des énormes sacs à merde. Voilà. La protection des zones forestières subsistantes est devenue une priorité pour la survie de nombreuses espèces d'oiseaux. Et donc on a lu chez Animalia que apparemment les Américains ont décidé de faire de replanter plein de plantes, c'est super. Ce sera évidemment pas suffisant, mais bon. Voilà quoi. C'est un début, j'imagine. Alors, le dernier site concernant cet oiseau-là, il est en anglais, mais je vais pas vous infliger ça, je vais rapidement lire ce qu'on aurait peut-être pas encore lu. Non, globalement, il n'y a pas grand-chose qui reste. Je vous mettrai le site quand même en description. Des fois que ça intéresserait ceux qui parlent un peu anglais, mais sinon il y a DeepL, DeepL ou Google Trad. Donc Google Trad, c'est de la merde, voilà. Des trucs comme ça, où il y a les IA aussi. Vous pouvez juste demander à ChatGPT de vous traduire le texte, ça marchera très bien aussi, je crois. Bon, ça parle du son, mais on s'en fout, je vais vous le faire écouter. The vocalization made by the male de l'espèce qu'on regarde is probably the loudest call in the bird world and can be heard up to a half mile away. Je sais plus à combien équivaut un mile. Je ne pense pas que ce soit l'équivalent d'un kilomètre. Mais donc, la vocalisation du piou-piou, donc pas forcément son chant, mais disons il y a des cris que l'oiseau fait qui font probablement partie des cris les plus loudest. Les plus forts, quoi. Ce qu'on entend le mieux, un gros cri, quoi, qu'on entend jusqu'à super loin. Et ça fait que ça fait de cet oiseau, le mâle de cette espèce, de Tricaronculatus, là, du tricaronculé, je sais pas quoi, cet oiseau-là, le mâle, a apparemment l'un des chants les plus puissants, voilà, l'un des cris les plus puissants parmi tous les oiseaux qu'on connaisse. Bon, ça, c'est la source ici, c'est quelqu'un qui parle de ça en 1976, voire 2000, je sais pas. Bref, on est en 2024, bientôt 2025.
Vous doutez bien qu'on a des news depuis, hein, donc je doute que ce soit toujours vrai. Je doute que c'était vrai à l'époque. Par rapport à nos connaissances, parce qu'évidemment c'est pas vrai de toute façon, hein, je pense. Il y a toujours des trucs qu'on connaît pas qui vont plus loin. Et donc voilà. Mais cet oiseau doit apparemment faire Alors, on l'entendra pas forcément dans la vidéo d'à côté, parce que c'est un type de cri qu'il ne fait pas forcément tout le temps, mais il a un type de cri, parmi sa gamme de bruits qu'il peut faire, qui est apparemment qui va très très fort, quoi. La communication et la perception. Ah voilà, ici ils le disent, donc voilà, j'ai bien fait de me poser la question pour l'avocat tout à l'heure, le fruit là. Ils mangent effectivement l'avocat, c'est leur bouffe préférée. Their favorite food is the wild avocado and the Lauraceae tree, of the Lauraceae tree, donc de la famille des arbres des trucs là. Donc ils bouffent effectivement des avocats. The trees and the birds rely heavily on each other for survival, ça on l'a déjà dit. Les oiseaux ont besoin des graines pour manger, et puis pour des oiseaux, des arbres pour faire les nids, sûrement, etc. Et pour parader aussi. On rappelle qu'ils paradent depuis des points assez hauts, perchés du haut des arbres, et qui font les glands comme ça, à secouer les patounes, les ailes vers le haut, en espérant attirer les femelles. Donc ils ont besoin des arbres. Et les arbres ont besoin d'eux, parce que s'ils mangeaient pas leurs fruits, ils pourraient pas disséminer leurs graines un peu partout. Et ça favoriserait pas leur conservation, leur reproduction aux arbres. Donc ils ont besoin l'un de l'autre. L'importance économique pour les humains, elle est positive, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Is very important, machin. The bird, in fact, has been called by Daniel Wenny far and away the most effective disperser of machin. Donc, comme je viens de le dire, on a besoin de cet animal, parce qu'il disperse très très bien les graines. C'est le disperseur le plus productif, on va dire, de ces graines d'arbres, de plantes en général, qu'on en veut plus. Je sais pas pourquoi on en veut plus, mais on en veut plus. Et du coup, on aime bien cet oiseau. Ça permet aussi d'éviter la disparition des espèces dont manifestement on en veut plus. Donc effectivement, leur disparition ne nous enchante pas. C'est entièrement notre faute, hein, mais voilà. Pendant qu'il mange, While eating, the bird flies back and forth between its favorite perches, spreading the seeds along the forest floor. Donc en fait, il chie partout pendant qu'il vole. Loin du parent loin de l'arbre dont il a mangé le fruit, et il va les graines partout là. C'est quoi perches? Je sais pas. Il se trouve que là où ils vont faire caca, parce qu'ils ont un endroit où ils vont faire caca apparemment. Ah, ok, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire perches, mais j'imagine que c'est leur coin favori, quoi. Donc ils ont leur coin favori pour faire caca, qui est généralement assez loin de là où ils mangent, merci à eux. Et du coup, quand ils vont faire caca, il se trouve que l'endroit où ils font caca, c'est un endroit où les arbres sont où il y a beaucoup plus de branches cassées. C'est pas des gros arbres bien massifs avec full branches qui couvrent totalement la lumière du soleil et qui l'empêchent d'atterrir en dessous dans le sol. Justement à l'inverse, c'est un endroit qui est assez dégarni, disons. Il n'y a pas beaucoup de branches qui bloquent la lumière du soleil. Elles sont beaucoup cassées ou pas très grandes, ou bref, il y a toujours des trucs qui fait qu'on voit la lumière passe à travers les branches des arbres et ça fait que ça éclaire le soleil. Ça tombe bien parce que c'est là que vont être caxées les graines, qui vont à leur tour du coup se développer dans le sol, pousser et donner des plantes, sauf que ici on parle de plantes qui font de la photosynthèse, parce que c'est pas le cas de toutes. Prenez la rafflesia, elle fait pas de photosynthèse, c'est une plante parasite, mais quand même. Bref, cette plante-ci, donc la plante de l'Auracée truc, là, donc la plante de l'avocat, l'arbre de l'avocat, j'imagine, il va avoir besoin de lumière pour pouvoir pousser, comme énormément de plantes, et donc c'est pratique. Parce que là, dans cet endroit-là où ils vont faire caca, les oiseaux, il y a plein de lumière, contrairement à là où ils vont pas faire caca, où ils vont manger, et où là, du coup, il y a plus de branches d'arbres. Je sais pas si c'est bien clair. Bref, là où ils vont faire caca, je sais pas si c'est... Ils disent que c'est une coïncidence, coincidentally,
Il s'agit sûrement d'une coïncidence, mais là où ils font caca, il y a de la lumière, et donc les graines poussent bien. Voilà. Cette relation est très importante pour la santé des forêts du Costa Rica. Parce que ça favorise la plante, la reproduction de certaines plantes, du coup la survie de certains oiseaux, et de plein d'autres trucs, on imagine. Hein. Les avocats, il n'y a pas que les oiseaux et les humains qui en mangent, vous l'imaginez bien. Le statut de conservation, on sait que ça craint. C'est compliqué à évaluer clairement parce que c'est un oiseau migrateur. Donc c'est compliqué de savoir exactement la population. En fait, ça vole. C'est un oiseau qui vole. Et il vole assez loin. Je dis qu'il pouvait aller jusqu'à 0 mètre, jusqu'à 2 km d'altitude. Qu'il avait tendance à aller dans certaines régions selon l'hiver à cause des changements de température, etc. Donc ce piou-piou, il bouge. Et pas qu'un peu. Donc, voilà. Ça fait que c'est assez compliqué d'évaluer sa population. Puisqu'elle bouge beaucoup. Mais on a quand même les moyens de savoir, grâce à ses alliances avec les arbres et avec d'autres oiseaux, comme on l'a déjà vu, que sa population se casse la gueule quand même. Hein. This bird is actually very threatened, due partly to hunting. Ah, je l'avais dit. Il se fait chasser, and more importantly, to deforestation. Bon, les forêts se font couper en morceaux, et eux aussi. Même au Costa Rica, où il y a un système de parcs nationaux assez développé, et donc plein d'endroits avec des réserves naturelles où ils peuvent se reproduire, même comme ça, c'est chaud pour leur derche. La moitié des forêts du pays ont été coupées entre 1940 et 1972. Ah non, depuis 1940, la moitié des forêts du pays ont été coupées. Effectivement, ça n'aide pas le piou-piou. Bon, on a vu qu'il y avait plein d'espèces, enfin plein d'individus de plein d'espèces différentes d'arbres qui avaient été replantés. Mais voilà, comme je l'ai dit, je doute que ce soit suffisant. Et en plus, on sait maintenant qu'en plus de ça, il y a l'agriculture, le piou-piou se fait chasser, bref, il y a pas mal de soucis. Voilà, c'était ça pour où es-tu là, l'Araponga tricaronculé. Mais l'Araponga tricaronculé, il a un cousin. Maître Shifu a un cousin, et devinez qui c'est? Barbe Noire. Voilà, sinon c'est pas une blague. Hop là. Voilà. Donc il y a un lien de parenté entre Maître Shifu et Barbe Noire. C'est ce qu'il y a à retenir de ce live d'aujourd'hui, je pense. C'est ce qu'il faudra retenir. Ouais. Voilà, donc le piou-piou, en fait, même concept, hein, même les mêmes caroncules, donc ces espèces de morceaux de peau qui pendouillent comme on a chez le coq pour la crête et chez le dindon pour les morceaux de trucs qui pendouillent au niveau du bec. Pareil, sauf que, pareil que pour le truc qui est ici, un Maître Shifu, les moustaches, c'est les caroncules, des morceaux de peau. Ici, Barbe Noire, il a pareil, mais sur le dessous du bec, à l'avant. Voilà, c'est pareil. Même concept, on ne change pas. Donc là, vous avez son son, son chant. Oui. Ça, c'est une mouche. Ça, c'est un réveil le matin. Voilà. Ça, c'était le bruit de mon réveil le matin, je pense. C'est totalement les réveils à batterie que vous branchez. C'est totalement ça. Bref. Voilà. Donc, il fait effectivement un bruit assez métallique, on va dire, un bruit un peu bizarre. Et ça, c'est juste son chant. Enfin, ça, c'est un cri indéfini, mais le truc qu'on a entendu avant, ça, là, c'est son chant. Voilà, ça, c'est son chant. Ici, il est mis en préoccupation mineure, donc le site doit dater un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas ce que je vois.
Bof. Bof. Voilà, voilà. Et donc, effectivement, même zone. Hein. Regardez ici, pareil. Là, c'est plus dans l'Amérique du Sud que l'Amérique centrale. Il est sur le nord de l'Amérique du Sud et un peu le centre de l'Amérique du Sud. Mais c'est fort... on sent qu'il est fort proche, quoi. Il est rare, occasionnel dans la zone nord de l'Amérique du Sud, là où donc il y a son cousin, lui. Mais il est là, hein, il y est. Il y est un petit peu. Il est plutôt vers le sud du sud de l'Amérique. Voilà. Que dire de plus? Voilà, c'est tout. Hein. C'est juste une variante d'Alola que j'aimais bien, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment Barbe Noire et ça me fait rire. Voilà. Bon, ils n'ont pas tout à fait le même chant, évidemment, entre cousins. Hein, donc, c'est pas le même son. Ce que je vous ai fait entendre là, c'est pas le son de celui-là, parce que le son de celui-là, on va l'entendre maintenant. Et hop là. Ça, c'est lui. Enfin, le truc qu'on a entendu là, non, mais là, ça va être lui. Ça, c'est lui. On dirait totalement une barre métallique qui grince. Hein. Du coup, vous voyez, il a ces morceaux... Enfin, il a ces caroncules qui pendouillent comme des glands, là, c'est assez rigolo. Ça doit pas être pratique, en vrai, en vol. À chaque fois, il a, avec le vent et tout, il a ces morceaux de caroncules qui lui viennent dans les yeux, là. C'est pas pratique. Tu viens de bouffer, là? Grande bouche, monsieur. Il a vraiment un cri très bizarre. C'est pratique pour aller chez le dentiste, ça. Bonjour, monsieur au vrai grand. Oui. Hop là, petit grattage de couilles. Il extrémiste là, personne l'a vu, t'inquiète mec. Bref, c'était ça pour le piou piou. Voilà, voilà. Hop. Et du coup, on a vu aujourd'hui le piou-piou en question. On a tout fait, hein. Oui, la dernière page, c'est sur le caroncule. Donc, je rappelle que le caroncule, les poils qui pendouillent là, de la tête du piou-piou, ce sont des excroissances charnues, souvent rouges, mais pas toujours, qui ornent la tête de certaines espèces, c'est-à-dire c'est de la peau. C'est des bourrelets de peau qui pendouillent de façon très élégante. Donc comme chez le dindon, comme chez le coq, hein, on connaît tous la crête des coqs, mais ce qu'on sait moins, c'est que tous ces oiseaux portent une excroissance, un bourrelet au-dessus du bec. Chez certaines espèces, elle est particulièrement visible, parfois teintée de rouge, elle constitue un atout majeur pour les mâles pour séduire les beaufs. Voilà. En vrai, parce qu'à chaque règle il y a son exception, je suis curieux de savoir s'il n'y a pas des femelles oiseaux qui ont ça, des caroncules. Que les mâles auraient pas. J'aimerais bien savoir. Voilà. Donc en vrai, si vous savez, n'hésitez pas à me l'écrire un peu où vous voulez. Hein. Ça peut être dans la suggestion box, donc dans l'extension sur Twitch, dans le chat ici, dans les commentaires sous mes vidéos YouTube ou ou par mail. J'ai une adresse mail pro que j'ai mise partout sur Twitch, sur YouTube, etc. Dans la description, vous trouverez facilement.
Et dans la page d'accueil de Twitch. Voilà. Ouais. Voilà. Donc c'était ça pour aujourd'hui. On a vu le... Merde. Tricaronculé, là. L'Araponga tricaronculé. Et son cousin, le... Comment tu t'appelles? L'Araponga barbu. Voilà. Nous avons donc vu ça. Des oiseaux... à l'apparence un peu chelou. Qui peuvent... Bah, c'est des oiseaux. C'est des oiseaux. Il y en a un qui ressemble à Maître Shifu et l'autre qui ressemble à Barbe Noire, parce que pourquoi pas. Et donc les espèces de longues extensions qu'ils ont soit sur les côtés du pic, du pif, du bec, soit en dessous au niveau de la gorge, ce sont pas des poils, ce sont des morceaux de peau. Et ça leur sert apparemment à draguer les meufs, effectivement. Les petits ressemblent, en tout cas chez le premier qu'on a vu, donc Maître Shifu, il y a apparemment une grosse ressemblance chez les petits jusqu'à 1 à 2 ans parce que les couleurs entre les mâles et les femelles ne sont pas encore bien discernées, bien distinctes, alors qu'elles sont très distinctes chez l'âge adulte, hein, à l'âge adulte, mais chez les petits de moins de 1 à 2 ans, non, pas encore. Par contre, à partir de 1 à, même jusqu'à 7 ans, pardon, j'ai dit merde, jusqu'à 7 ans, mais de 1 à 2 ans, commencent à pousser les fameuses caroncules, pas c'est les féminins, les caroncules donc qui sont des fameuses extensions de peau, et donc au bout d'un moment ça commence à se voir. Et même si la couleur est pas encore bien tranchée entre mâle et femelle, on peut voir que le truc il a des... Voilà quoi. Il a des morceaux de peau qui pendouillent, donc on se doute que c'est pas une femelle. Voilà. Du coup, en dehors de ce genre de conséquences, de circonstances-là où on pourrait imaginer que ça ressemble à une femelle, mais c'est un mâle parce qu'il a ces trucs-là, je me demande s'il n'y a pas des vraies femelles de n'importe quel type de oiseau, je m'en fous, qui auraient ou auraient eu, dans les espèces éteintes éventuellement, ce truc-là, qui aujourd'hui nous fait nous dire que c'est que pour les mâles pour draguer les femelles. Est-ce que c'est pas impossible que les moustaches de peau là aient pu servir chez une espèce ou une autre à draguer les mâles chez les femelles, quoi. Que ce soit les femelles qui aient eu les moustaches et que ça drague les... Je sais pas, je me demande. Voilà. Donc, tout ça me fait me poser des questions. Et c'est cool, parce que c'est pour ça que je live, en fait. Donc, je trouve que c'est plutôt... C'est bien. Voilà. J'ai appris des trucs, je suis content. Qu'est-ce qu'il y avait de... Ah oui, alors, les plantes. Les oiseaux, beaucoup d'oiseaux, plein d'oiseaux, sont importants pour la dissémination des graines. Il se trouve que cet oiseau-là, qui a tendance à s'allier avec encore d'autres oiseaux, et avec des plantes, a vraiment besoin de pouvoir se nourrir de certaines graines, et ces graines ont besoin d'être mangées par cet oiseau, et plein d'autres oiseaux si possible, pour pouvoir être chiés à des bons endroits, être dispersés correctement et se reproduire correctement. Cet oiseau a, par coïncidence, l'habitude d'aller faire caca dans des zones qui sont bien éclairées, ce qui n'est pas forcément le cas des autres oiseaux, donc ce serait quand même fort pratique si ces oiseaux pouvaient continuer à perdurer, pour pouvoir faire caca la graine au bon endroit, chose que ne font pas forcément les autres oiseaux qui ne prennent pas forcément cette peine entre guillemets de faire caca au bon endroit pour la plante. Bref, voilà. Et donc ouais, la déforestation au Costa Rica et en Amérique centrale et en Amérique du Sud leur facilite clairement pas la vie. Ça, plus la chasse et tout un tas d'autres trucs, tout ça fait que leur vie est pas évidente et qu'ils sont classés en vulnérables. On espère que ça ira mieux avec les plus de 250 000, je crois, arbres, plantes. Je crois que c'est des plantes qui ont été plantées, du coup, au Costa Rica, il me semble, avec des tas d'espèces différentes de différentes plantes. On espère que ça suffira pas, mais on espère que ça va marcher, qu'il va y avoir un impact plutôt positif de ça, et que ça va aider l'oiseau. Voilà. Et donc son chant, ses cris sont un peu bizarres, il a des cris un peu métalliques, électroniques, je sais pas trop. Il a des cris qui sont un peu chelous. Voilà. Voilà ce qu'on a découvert sur les piou-piou. Et il a un nom latin un nom commun qui est presque aussi compliqué que son nom latin, donc finalement, voilà, hein, entre Araponga tricaronculé et Procnias tricaranculatus, moi je trouve que les deux se valent, hein, Procnias tricaranculatus et Araponga tricaranculus. Voilà. Donc, les noms se valent.
Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un nom commun ici? Quitte à faire un nom commun, faites un nom plus simple, non? Je sais pas, moi je me demande... Peut-être, hein. Voilà. Bref. Bon, je me moque, mais c'est compliqué de trouver des noms aux choses, hein. Donc, je comprends, je respecte. Voilà, donc, c'était ça pour aujourd'hui. Moi, sur ce, je vous laisse là, il est déjà 16h10. Ça fait déjà 1h30 que je stream. Voilà. Il faut que je garde un peu d'énergie pour ce soir, j'ai encore un petit truc à faire, mais ça c'est facile. Et puis, voilà, moi sur ce, je vous souhaite, du coup, pas une bonne soirée, parce qu'on n'est pas encore, un bon après-midi, une bonne soirée, un bon appétit, un bon dodo, tout ça. Et puis moi, je m'en vais, voilà, hein, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Putain, j'ai encore oublié YouTube. Attends, ouais, non, parce qu'en fait... j'ai un TDAH, voilà. La vie, c'est compliqué et l'attention, elle est là quand elle veut bien. Toi, sur YouTube, t'as aimé? Vas-y, like la vidéo. Hein, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir follow ma chaîne Twitch. Voilà, si vous voulez voir moi qui fais le gland en live, c'est sur Twitch que ça se passe. Voilà, donc viendez sur Twitch. Finalement, on va se marrer. Et voilà. Ouais. Effectivement.